Saviez-vous que l'être humain brille dans le noir? Vous allez me dire, c'est un peu n'importe quoi. Si je ferme les lumières, je vais bien voir que je brille pas. En fait, vous avez quand même raison là-dessus. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle ça a été aussi long de prouver, en fait, que nous brillons dans le noir parce que c'est tellement minime en réalité. On a tellement besoin d'équipements très très fins pour capter cette lumière-là qu'à l'œil nu, on ne voit pas ça. Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas le cas. Et effectivement, en fait, c'est des chercheurs japonais de l'Institut Technologie de Tohoku qui ont fait cette découverte-là. Et comme ils disent, nous émettons une lumière en raison des réactions chimiques complexes qui s'y déroulent à l'intérieur de nous, bien évidemment. Et donc, si on a de la misère à ce point-là à voir cette lumière-là, c'est parce que l'intensité de la lumière, elle est extrêmement faible. On peut dire en fait qu'elle est environ 1000 fois moins intense que ce que l'œil humain le plus aiguisé est capable de percevoir dans une obscurité totale, ce qui veut donc dire que c'est complètement impossible, ça prend vraiment de l'équipement pour y arriver. Ils ont utilisé des caméras cryogéniques équipées de capteurs CCD. Donc là, même si je vous dirais là, charge couplet de device, extraordinairement sensibles, capables de détecter des photons individuels. Ces caméras ont été refroidies à des températures extrêmement basses, avoisinant les moins 120 degrés Celsius pour réduire le bruit, on dit en tant que tel c'est du bruit électronique, et garantir que chaque point lumineux capté provenait bien du sujet et non de l'appareil lui-même. L'expérience s'est déroulée dans une obscurité absolue, à l'abri de toute source lumineuse parasite. 5 volontaires, des hommes en bonne santé, âgés d'une vingtaine d'années, ont été placés torse nu devant ces caméras pendant des sessions de 20 minutes, répétées toutes les 3 heures sur une période de plusieurs jours. Les résultats ont été sans appel. Les images obtenues ne montraient pas un noir d'encre, mais des silhouettes humaines auréolées d'une lumière verdâtre et fluctuante. C'était la toute première preuve visuelle directe que l'être humain émet sa propre lumière visible. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui se passe réellement pour que notre corps fasse de la lumière? En fait, c'est une question de molécules, tout simplement. Techniquement, vous le savez, nous avons des molécules dans notre corps. C'est la logique, c'est avec des cellules que ça se passe. La source de cette émission de photons réside dans les radicaux libres. Là, je vous le lis de même, là, mais je vais un petit peu vous le résumer pour que ça soit plus simple, on s'entend. Ces molécules instables sont produites naturellement par nos cellules lors de la respiration cellulaire, ce processus vital par lequel nous transformons les nutriments en énergie. Plus précisément, on parle en fait des radicaux libres et des lipides, donc des graisses qui vont avoir une interaction ensemble et ça va être justement la clé pour qu'on crée en fait cette énergie-là. Lorsque les cellules consomment de l'oxygène, donc les cellules qu'on vient de parler, lipides et finalement les radicaux libres, quand ces cellules-là consomment de l'oxygène, elles vont aussi produire des espèces réactives de l'oxygène. Ces molécules hautement énergétiques réagissent avec les lipides et les protéines dans un processus. Finalement, il y a un nom à ce processus-là, mais on va passer tout de suite pour dire que c'est une réaction chimique, tout simplement, qui va générer les photons et donc la lumière. Les photons égale, bref, la lumière, ok? C'est juste un autre vocabulaire. Lumière égale photon, si vous voulez mieux comprendre. Ce phénomène est en réalité une forme de chimiluminescence. Les électrons excités par ces réactions retombent à un niveau d'énergie plus bas et, ce faisant, libèrent leur surplus d'énergie sous forme de lumière visible. C'est donc littéralement la combustion lente de notre carburant interne qui nous fait briller. Plus notre métabolisme travaille, plus nous produisons ces radicaux libres et plus nous émettons de la lumière. Bref, tout ce que ça veut dire, en réalité, c'est qu'il y a une interaction qui va se passer entre les radicaux libres et les lipides, et cette interaction-là, ça va créer au final des photons qui en fait s'appellent de la lumière. Et ensuite, c'est quand notre métabolisme travaille que là, on va émettre de la lumière à ce niveau. C'est à ce moment-là que ça va se libérer. Et là, par la suite, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que cette lumière-là n'est pas toujours intense, elle n'est pas constante. En fait, il y a vraiment des moments précis où est-ce qu'elle est plus intense et d'autres moments qu'elle l'est moins. Et là, ça, c'est une question dans la journée, en fait. Comme c'est écrit ici, l'étude a montré que la lueur émise par le corps humain est à son niveau le plus bas le matin, vers
vers 10 heures. À ce moment de la journée, bien que nous soyons éveillés et actifs, la production de photons, donc de lumière, est minimale. Cependant, à mesure que la journée avance, l'intensité lumineuse augmente progressivement. Elle atteint son pic maximal en fin d'après-midi aux alentours de 16 heures. Après ce pic, la luminosité va commencer à décroître, donc à baisser, lentement tout au long de la soirée et de la nuit. Cette variation temporelle suggère que l'émission de lumière est directement liée aux fluctuations de notre métabolisme énergétique au cours de la journée. Et pour continuer, on a remarqué dans les recherches que notre lumière en soi n'est pas pareille non plus sur tout le corps. La zone qui émet le plus de lumière et de loin, c'est le visage. Le front, les joues et le cou apparaissent beaucoup plus brillants que le torse et les bras sur les relevés thermographiques de photons, donc de lumière. Cette concentration de lumière sur le visage s'explique probablement par deux facteurs principaux. Premièrement, on a le visage qui est la partie du corps la plus exposée à la lumière du soleil. L'exposition aux rayons ultraviolets peut stimuler la production de radicaux libres dans la peau, augmentant ainsi évidemment les réactions chimiques responsables de l'émission de photons. Là, on se rappelle un peu l'affaire entre les lipides et les radicaux libres qui eux autres vont faire qu'il va y avoir de la lumière qui va se créer, qui va se dégager. Donc là, ça c'est logique étant donné qu'on en a plus encore dans le visage. Même si l'expérience se déroulait dans le noir, l'historique d'exposition de la peau joue un rôle. La mélanine présente dans la peau pourrait également avoir une fonction fluorescente résiduelle après une exposition à la lumière. Sinon, pour ce qui est de la deuxième chose, c'est que le visage est une zone extrêmement vascularisée. La circulation sanguine est très dense, apportant oxygène et nutriments en grande quantité, ce qui favorise un métabolisme local élevé. De plus, le cerveau, qui est un grand consommateur d'énergie de base, se trouve juste derrière. Donc, on parle quand même de la face, puis là, on a quand même le cerveau qui est en arrière. Donc, tout est là pour que finalement, il y ait de la lumière. Bien que la lumière ne traverse pas l'os du crâne, la chaleur et l'activité métabolique de la tête dans son ensemble contribuent à faire de notre visage un véritable phare biologique. Ironiquement, c'est la partie de notre corps que nous utilisons le plus pour communiquer, qui est aussi la plus lumineuse. Même si cette lumière reste invisible pour nos interlocuteurs. On s'entend, là, c'est évident, là, oui, ça en fait énormément, mais à l'œil nu, ça reste quand même qu'on le voit pas parce que c'est beaucoup trop minime pour de vrai. Et là, comme ça fait mention, et là, ça tient à être précisé, on pourrait penser que ça, c'est juste une question, en fait, de caméra thermique. On s'entend, là, on a vu de la lumière là, il y a de la chaleur, donc ça n'a pas de lien entre ça, en fait. Et ça, il y a des gens qui pourraient croire, et il y en a qui croient que en fait c'est une question thermique, qu'ils ont utilisé une caméra avec du thermique dedans et tout, mais non, en fait l'étude portait réellement avec une caméra qui créait des images de bioluminescence, donc il n'y avait pas de thermique à l'intérieur, mais seulement des trucs pour voir la lumière. Et d'ailleurs, ils ont fait des tests en superposant ensemble des images thermiques et des images bioluminescence, et quand ils ont superposé les deux ensemble, ils ont remarqué qu'en fait les résultats n'étaient pas pareils. On voit bel et bien une différence entre le thermique et celui-là fait par la lumière en fait. Et quand on regardait les images en soi, on voyait bel et bien que tout le corps, pour la caméra thermique, on voyait que tout le corps au complet montrait qu'il était chaud au grand complet, tandis que les images en lien avec la lumière, c'était un peu toutes, sauf au niveau du visage et en arrière que là, ça brillait beaucoup plus. Et donc, pour terminer l'article, il y a toujours des gens qui pourraient se demander ça sert à quoi cette recherche-là d'avoir su ça et tout. Eh bien, c'est une question médicale aussi que ça peut toucher. En fait, la découverte scientifique pourrait avoir des applications pragmatiques révolutionnaires dans le monde de la médecine. Si la bioluminescence est le résultat direct du métabolisme et du stress oxydatif cellulaire, la chose que je vous ai pas tout dit tantôt, plus haut dans l'article, là, que je vous ai dit que vous pourriez venir lire parce que finalement, c'était des affaires plus complexes à comprendre. C'est un peu ça qui revient là. Alors, l'analyse de cette lumière pourrait devenir un outil de diagnostic non invasif d'une puissance inédite.
On peut imaginer un futur où les médecins n'auraient plus besoin de prélever le sang pour connaître l'état de santé de vos cellules, mais se contenteraient de vous filmer dans le noir. Des études antérieures et postérieures, postérieures à celles de Kobayashi suggèrent déjà que les tissus malades émettent la lumière différemment des tissus sains. Par exemple, les cellules cancéreuses, qui ont un métabolisme très actif et très désordonné également, pourraient briller plus intensément ou différemment des cellules qui sont saines. De même, une inflammation qui implique une forte production de radicaux libres par le système immunitaire pourrait se traduire par des foyers lumineux spécifiques sur la peau. On pourrait également envisager d'utiliser ces technologies pour surveiller le niveau de stress oxydatif global d'un patient, un indicateur clé du vieillissement et de nombreuses pathologies chroniques. Si on parvient à miniaturiser et à réduire le coût de ces caméras ultrasensibles, elles pourraient devenir des équipements standards dans les hôpitaux. Un simple scan corporel dans une chambre noire pourrait révéler des anomalies métaboliques bien avant qu'elles ne se manifestent par des symptômes physiques douloureux ou visibles à l'œil nu. Donc voilà pour ce qui est de cette recherche-là. On va espérer que ça continue réellement ces recherches-là pour justement le médical en soi, mais c'est quand même très plaisant de savoir que on n'émet pas juste de l'énergie, mais aussi de la lumière. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Arctica de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!